Plus de 100 000 personnes meurent chaque année à cause de la fièvre typhoïde dans le monde. Et il y a également 11 à 20 millions de personnes touchées par cette maladie. La typhoïde est aussi dangereuse que mortelle qu'on ne le pense. Et on va en discuter aujourd'hui dans ce nouveau numéro de votre magazine Minute Santé. Et ça sera avec un spécialiste. Bienvenue à tous. Les chiffres font froid au dos. Les RDC enregistre plus d'1 million de personnes touchées par la fièvre typhoïde. On parle également en termes de décès de plus de 300. C'est tellement beaucoup. Et la typhoïde, vous comprenez avec moi que c'est une maladie à prendre avec beaucoup de sérieux possible. On en parle dans ce nouveau numéro de votre magazine Minute Santé et ce sera avec un médecin généraliste. Il s'appelle Didier Ndjibou, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Madame Benedict. En forme, docteur? Merci beaucoup, très en forme. Très en forme. Ouais. Ah, ça nous intéresse pour ce numéro. Merci. Alors parlez-nous un peu de la fièvre typhoïde. C'est quoi la typhoïde? Voilà, pour parler de la fièvre typhoïde, déjà nous avons deux parties. Il y a la fièvre, la partie de la fièvre. Donc c'est une maladie qui se caractérise par une fièvre typique et causée par une bactérie appelée Salmonella typhi. C'est de là que vient le nom fièvre typhoïde. Donc c'est un mot composé venant de ces deux substantifs. Et c'est une maladie infectieuse causée par une bactérie, comme je étais en train de le dire, du type Salmonella typhi. Et il y a également d'autres types de bactéries qui donnent le même type de fièvre, le paratyphi, mais ici nous allons parler beaucoup plus de Salmonella typhi qui est responsable de cette maladie infectieuse. Merci. Ça commence mieux avec les gros mots, hein, vos termes médicaux là, c'est compliqué, des gros mots déjà au départ. En fait, c'est une infection, beaucoup plus digestive, donc qui s'obtient par une consommation des aliments contaminés par le sel et tout ça, parce que ça se retrouve principalement dans les types digestifs. Alors à travers le sel, les aliments contaminés par le sel, nous pouvons nous faire contaminer par cette maladie. Et elle va se manifester de plusieurs façons. Elle peut se manifester principalement, comme le nom l'indique, par la fièvre, qui est un symptôme majeur, un des signes majeurs de cette maladie. Mais non seulement la fièvre, il y a des maux de tête qui peuvent accompagner la fièvre. Nous avons également la fatigue, une fatigue intense qui peut accompagner comme signe général de cette maladie. Il y a le manque d'appétit également, qui sont des signes qui peuvent nous pousser à pouvoir consulter un médecin. Et il y a des courbatures à ne pas confondre avec la malaria parce qu'ils présentent également le même signe avec la malaria. Et même dans la cité, vous pouvez vous rendre compte que c'est souvent la malaria et la typhoïde qui sont des maladies les plus rencontrées chez nous. Donc endémiques dans notre milieu. Alors c'est un peu ça, c'est une maladie infectieuse, une infection. On parle aussi du gonflement du ventre. Oui. Est-ce que c'est l'un des symptômes, des signes? Effectivement, le ballonnement abdominal est un des symptômes de la maladie, mais beaucoup plus en phase de complications. Parce qu'il y a des signes relatifs à la maladie bénigne, la forme simple, parce que nous avons deux formes, il y a une forme simple, il y a une forme compliquée. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Mais d'abord, on va parler des statistiques, hein, des chiffres qui font quand même froid au dos. On l'a annoncé dès l'entame de l'émission. Oui. En RDC, on parle de plus d'1 million, de cas, avec plus de 300 décès. Effectivement. Est-ce qu'on doit considérer les efforts de lutte? Est-ce qu'on peut dire que la lutte avance bien quand on voit ces chiffres-là? Bon, déjà, ces chiffres sont énormes. Même en consultation, nous recevons, pour la plupart des cas, ce sont les cas les plus fréquents dans notre milieu. Les efforts sont fournis dans ce sens, en termes de gestion de la maladie. Dans les traitements, nous donnons des traitements à l'hôpital, mais beaucoup plus, les efforts doivent être consentis du côté de la prévention. Comment éviter cette maladie? C'est là où il y a des efforts encore à fournir au sein de nos populations, notamment avec les notions d'hygiène et tout ça. Mais nous allons les développer. Qu'est-ce qui cause la typhoïde, docteur? Voilà. La typhoïde est une maladie qui regroupe, causée par une bactérie. C'est une bactérie qui vit dans la flore intestinale.
dans la flore intestinale et qui cause justement dans certaines conditions une maladie. Comment nous l'obtenons? Nous l'obtenons lorsque une personne malade infectée défèque, donc va à la selle, va aux toilettes, il défèque et les selles de cette personne-là, quand vous entrez en contact avec, soit parce que la personne ne sait pas bien laver les mains et qu'il vous salue, donc un contact main à main, peut vous faire contaminer, ou encore les aliments souillés par le sel, parce qu'il y a certains, dans notre culture, il y a des, là où nous faisons nos légumes et tout ça, ces environnements ne sont pas toujours bien soignés. Et quand ces aliments ne sont pas bien nettoyés, vous pouvez justement vous faire contaminer par le sel d'une personne contaminée. Donc si nous réussissons effectivement à pouvoir gérer la maladie, les soigner totalement, parce que malheureusement il y a aussi des porteurs sains, ils ont la maladie, mais ne font pas, ils ne présentent pas de signes de maladie. Et ceux-là sont beaucoup plus enclins à pouvoir transmettre la maladie aux autres à travers justement le sel. Voilà. Mais on dit que quand on consomme aussi les aliments qu'on expose à même le sol, on peut attraper la typhoïde. Comment? On ne comprend pas. Effectivement, c'est tout part de l'hygiène. Tout part de l'hygiène parce que la principale façon de pouvoir obtenir, c'est une maladie de main sale, comme on appelle. C'est une maladie de main sale. Et cette maladie, en exposant par exemple les aliments à même le sol ou encore un contact, mais il faut au départ un contact d'une personne malade qui puisse transmettre cette maladie. Donc s'il n'y a pas de réservoir, parce que le réservoir il est effectivement humain, s'il n'y a pas une personne qui a contaminé ces aliments, en principe, par principe, il n'y aurait pas de maladie. Donc c'est lorsque nous soignons bien les personnes et que ces personnes ne peuvent plus transmettre les maladies, ils peuvent déposer le sel n'importe où et la bactérie peut se retrouver à n'importe quel niveau, sur le sol, ça peut se retrouver dans la cuisine, sur les aliments et ainsi de suite. Et de cette façon-là, quand vous entrez en contact avec ces aliments contaminés, avec ces objets contaminés, et que vous mettez votre main dans votre bouche sans vous laver les mains et tout consort, vous attrapez la maladie. Voilà. Ok, on a quand même compris, mais on va comprendre au fur et à mesure qu'on va avancer. On va parler quand même des sortes ou encore des formes de typhoïde. Parle-nous-en. Voilà, nous avons déjà dans la maladie appelée fièvre typhoïde, ou salmonellose comme nous l'appelons. Ouais, c'est trop français, on comprend, on voit. C'est la salmonellose. Nous avons la salmonellose causée par le salmonella du type Typhi, celle qui est la plus répandue dans le monde. C'est cette forme-là, Typhi, celle qui nous dérange souvent dans notre milieu. Et il y a également les salmonella paratyphi. Et dans le paratyphi, nous avons le type A, le type B et le type C. Donc, dans ces différentes catégories, mais les manifestations sont pratiquement les mêmes. Ça, c'est sur le plan sérologique, sur le plan biologique que nous pouvons différencier cela. Mais en termes de type, donc voilà ce que nous pouvons retenir. Ok, et jusqu'à quel stade, jusqu'à quel niveau la fièvre typhoïde peut apporter du danger dans la vie de celui qui en souffre? Parlez-nous un peu de la dangerosité de cette maladie. Est-ce qu'on doit prendre ça au sérieux ou bien c'est une maladie bénigne, par exemple, comme la malaria, la grippe, on prend quelque chose et puis on peut même prendre des histoires comme des plantes et puis ça passe. Oui. Oui. Merci beaucoup. Déjà, la fièvre typhoïde est une maladie mortelle, à voir les chiffres tels que présentés. Il y a plus de 200 millions, 20 millions de personnes atteintes dans le monde et plus de 200 000 décès. Donc vous voyez que c'est une maladie effectivement avec 200 000 décès ou 300 dans notre milieu, c'est énorme. C'est énorme en termes de morbidité. Mais il y a aussi une dangerosité mortelle en termes de mortalité. Oui, donc il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Donc la morbidité, plus de 20 millions dans le monde. Et il y a une forte mortalité. Et cette mortalité est beaucoup plus liée aux complications qui peuvent venir de cette maladie. Effectivement, en termes de complications, parce que les formes simples qui sont soignées ne sont pas si dangereuses que ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des médicaments pour effectivement
guérir de cette maladie. Mais une fois que la prise en charge n'est pas bien suivie, c'est dans ce sens-là que nous pouvons avoir de complications. Quelles sont ces complications? Exactement, allez-y. Nous avons d'abord, c'est une maladie qui se manifeste parfois par la fièvre, la diarrhée, et ces groupes entraînent des déshydratations. Donc la personne perd de l'eau, perd de liquide, et avec tout un schéma de tous les micro-éléments et tout ça, ce qui peut amener effectivement à la mort. Déjà, la déshydratation peut nous amener à la mort. Ça, c'est la première complication. En dehors de la déshydratation, nous avons également la perforation intestinale. Donc, la fièvre typhoïde peut amener à une perforation. L'intestin se trouve parce que les bactéries vont ronger cet intestin et vous allez obtenir une perforation qui peut vous amener vers une péritonite. Donc ça va demander, la péritonite, c'est une inflammation de l'abdomen à l'intérieur et vous pouvez mourir de la péritonite. Donc toutes ces complications-là, avec tout ce que ça peut engendrer, principalement ce sont les deux grandes complications, la déshydratation et la perforation qui peut amener vers une péritonite chimique et voilà. Docteur, c'est un peu trop savant. Péritonite, là, c'est quoi encore? C'est l'opération, je sais pas, l'intervention chirurgicale lorsque la maladie atteint un stade un peu aigu, là, c'est ça? Voilà, la péritonite, ça consiste en quoi? C'est une inflammation, une infection de la paroi interne de l'abdomen, que nous appelons le péritoine. Alors, cette paroi, une fois qu'elle est irritée, elle va entraîner un certain désordre dans l'organisme avec toutes les viscères qui se trouvent à l'intérieur. Parce que c'est cette membrane qui recouvre tous les organes qui sont dans l'abdomen. Et quand elle est atteinte de cette maladie, effectivement, il y aura beaucoup de désordres liés au mauvais fonctionnement de ces organes internes. Et ça peut nous amener vers la mort. Et le traitement pour la péritonite, c'est l'intervention chirurgicale. Parce que les médicaments ne marchent pas. Il faut ouvrir l'abdomen, il faut aller nettoyer, il faut refermer et puis que la personne continue à vivre avec toutes les conséquences liées à la chirurgie qui peuvent elles-mêmes constituer un stress pour le corps humain. Et en dehors de cela, il y a la guérison qui ne dépend pas toujours du médecin. Voilà. Ah, là, le médecin décline toute responsabilité. Non, il ne décline pas ses responsabilités, mais seulement ça dépend aussi de l'individu et des facteurs liés à l'individu. Avant de parler du traitement, on va s'intéresser à la catégorie d'âge. Oui. Par exemple, pour l'intervention, oui. Ça concerne quelle catégorie? Est-ce que les enfants sont les plus touchés? Est-ce que ce sont les adultes? Ça se passe comment avec la fièvre typhoïde? Avec la fièvre typhoïde, la tranche d'âge la plus touchée, ce sont les enfants. Parce que ce sont eux qui ont tendance à pouvoir manger n'importe quoi et n'importe comment sans se laver les mains. Avec les personnes adultes, oui, il y en a aussi. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Il y en a beaucoup. La morbidité aussi, elle est aussi importante, mais pas comme chez les enfants. Donc, les enfants, ils font beaucoup plus la fièvre typhoïde, justement. Généralement, même le nourrisson, le tout petit, qui, lorsqu'ils apprennent à marcher et tout ça, ils peuvent ramasser n'importe quoi et puis mettre dans la bouche. Et tout aliment contaminé par le sel d'une personne atteinte peut justement exposer cet enfant, ces nourrissons, à pouvoir faire la maladie. Ok, ouais. Venons-en au traitement. Comment on soigne la fièvre typhoïde? Voilà, par rapport au traitement de la fièvre typhoïde, le traitement repose sur l'antibiothérapie. C'est-à-dire? Nous donnons des antibiotiques pour pouvoir prendre en charge cette maladie. Ces antibiotiques auront pour rôle de tuer le germe qui donne cette maladie. Nous avons des familles d'antibiotiques qui sont les plus recommandées. On donne le quinolone, on donne les céphalosporines. Bon, c'est un peu technique, mais ce sont ce groupe d'antibiotiques qui sont les plus efficaces, qui agissent contre cette maladie. Ça, c'est le traitement étiologique, comme nous le disons, qui agit sur le germe. Mais en dehors de traitement étiologique, nous avons également les traitements symptomatiques, parce que le temps que le médicament agisse sur le germe, il y a des désordres qui ont déjà été causés. Et il faut prendre en charge ces désordres-là. Et c'est ce que nous appelons un traitement symptomatique. Il faut soulager la fièvre, il faut donner le calmant pour les douleurs, il faut
donner des liquides en cas de déshydratation, réhydrater correctement. Il faut, au niveau de la fatigue, et tout ça pour la fatigue, nous donnons un traitement adjuvant, un peu de vitamines et tout ça pour essayer de corriger justement les désordres causés par cette maladie. C'est le traitement symptomatique. Et le plus important, comme je le disais tantôt, dans la prise en charge, c'est un traitement préventif. C'est le traitement préventif qui est le maître clé de la prise en charge. C'est-à-dire, une fois que nous soignons ces patients, nous soignons correctement ces patients en respectant le principe de l'antibiothérapie, en traitant les symptômes. Ce que nous faisons, c'est le conseil. C'est l'accompagnement en termes de conseil. En termes de conseil, nous veillons sur l'hygiène de main, lavage de main après avoir été à la selle. C'est une manœuvre simple, mais que beaucoup de gens ne font pas. Pour plusieurs milieux où les gens vivent dans la promiscuité, on ne respecte pas ces mesures. Et quelqu'un peut quitter d'un endroit vers un autre, amenant cette bactérie d'un endroit vers un autre. Parce que vous pouvez vous dire que non, voilà, chez nous, tout le monde se lave les mains. Mais celui qui vient de loin, il vous amène ça à la maison en vous saluant, il vous contamine. Donc vous voyez que c'est une maladie où la prise en charge doit être intégrer un certain nombre d'éléments. Il y a des éléments individuels comme le lavage de mains principalement, mais il y a également les niveaux où la société doit se mettre ensemble pour pouvoir éradiquer la maladie. C'est-à-dire nettoyer les surfaces où l'on fait le ménage correctement avec des produits désinfectants pour pouvoir tuer toutes ces bactéries qui sont dans les surfaces et tout ça. Le nettoyage correct des aliments à manger, le fruit, les légumes et tout ça, qui peuvent garder des traces de cette bactérie, pouvoir le faire, mais non seulement ça, c'est la canalisation aussi de nos toilettes. Où ces toilettes vont déboucher, dans quel endroit, si ce sont des toilettes qui sont construites pour déboucher chez le voisin et que vous avez débouché vos microbes chez le voisin va vous le ramener chez vous. Oui. Comment, par l'odeur? Politique. C'est non, l'odeur. Si l'autre se contamine, vous êtes à même d'être contaminé. Parce que c'est votre voisin, parce que c'est le voisin du voisin qui contamine le voisin et le voisin vous contamine. Donc, il faut que la société se mette ensemble pour pouvoir justement résoudre ce problème. Il faut la gestion des égouts, les eaux de canalisation. Il y a tout un système pour pouvoir éradiquer cette maladie. Et voilà même la difficulté que nous avons à pouvoir l'éradiquer. Parce qu'il faut une politique derrière la gestion de cette maladie. Ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement, dans notre milieu. Les aliments non cuits ou pas bien cuits, peuvent entraîner la typhoïde? Effectivement. Comment? Parce que ces aliments peuvent justement garder de traces de ces germes. Ces germes qui peuvent être tués par soit un lavage correct, donc évacué, ou encore lors de la cuisson. Si la cuisson est correcte, les aliments ont bouilli suffisamment, ainsi on peut tuer les germes qui ne résistent pas à des hautes températures et pouvoir justement être tués. Donc si vous êtes habitué à manger des crudités, vous êtes enclin à pouvoir faire beaucoup plus cette maladie. Mais seulement, il faut que ce soit aussi des crudités qui n'ont pas été bien nettoyées. Parce qu'au départ, ce qui est nettoyé, ce n'est pas toutes les crudités qui amènent cette maladie, mais ceux qui ne sont pas bien nettoyés. Voilà. Bon, c'est quand même difficile de poser cette question. C'est la question d'un téléspectateur, c'est pas moi. Ok, c'est pas ma question. Docteur, je sais que vous êtes ici dans la capitale, vous connaissez ce qu'on appelle, je vais dire ça en lingala pour qu'on comprenne très bien, oui. Poso. Le Poso, oui. Vous connaissez le dindon aussi, avec la chikwang. Bien sûr. Vous connaissez le feeling qu'il y a derrière. Oui. En tout cas, tout le monde, la majorité. Ça vous tente aussi, j'espère? Oui, ça tente, c'est tentant, mais nous essayons de gérer. Voilà. Quand vous interdisez les aliments de la rue, là, tout ça, les soins qu'on vend, même les sols, c'est dedans aussi. Comment on fait? On ne consomme plus
Fréquence modérée, ou on fait quoi? Ah, merci pour la question, c'est une très bonne question. Nous ne pouvons pas dire que l'on ne consomme plus cela, mais beaucoup plus recommander une hygiène derrière cela. Parce que le virus, la bactérie, pardon, ne se transmet pas dans l'air ou dans l'exposition. Il se transmet parce qu'il y a eu contact entre ce qui est donc le microbe et l'homme. C'est ce contact-là que nous devons rompre la chaîne. Ceux qui font ces choses, cette nourriture, cette bonne viande, tout ça, de dindon et tout ça, ne sont pas suffisamment informés par rapport à... Parce que généralement, vous pouvez vous-même vous rendre compte là où ces aliments sont faits, il n'y a pas beaucoup d'hygiène là-bas. Il n'y a pas beaucoup d'hygiène, il y a un sérieux problème d'hygiène. Ce qui fait que ça sera probablement mal lavé, mal nettoyé. La personne qui est en train de nettoyer ou de préparer, peut-être même qu'elle ne sait pas laver le main, ou peut-être même qu'elle est allée se soulager, elle ne sait pas laver le main, et il vient manipuler des aliments que vous allez manger. Vous voyez vous-même à quoi vous vous exposez. Donc, dire que nous interdisons à ces gens de pouvoir faire leur business, parce que c'est leur business, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais nous, qui sommes des consommateurs, nous devons... En termes de santé. Oui. En termes pour gérer notre santé, nous sommes des consommateurs, nous devons savoir où est-ce que nous mangeons et qu'est-ce que nous mangeons. Et dans quel cadre cela a été fait. Voilà le problème. Si nous pouvons gérer ça, alors je vous dis de manger. Mais si vous ne pouvez pas gérer, je vous dirais de faire très attention à ce genre d'aliments qui sont préparés dans des conditions peu hygiéniques. Voilà. Peu hygiénique, ça c'est ce qu'on retient. Ouais. Je sais que vous l'avez épinglé tout à l'heure, mais j'aimerais que vous puissiez le dire en des termes un peu plus explicites. La mauvaise odeur, ça a un lien avec la typhoïde? Mauvaise odeur. Oui. J'aurais appris que quelque part, ici dans la capitale, il existe des arrêts solo. Ici, c'est arrêt solo. Quand on arrive là, il faut mettre un papier mouchoir, là c'est compliqué. Est-ce que ça a un lien avec la typhoïde? Il faut fuir? C'est beaucoup plus lié à la saleté, à l'hygiène. Généralement, ce n'est pas l'odeur qui va vous donner la typhoïde. Voilà, ça, vous pouvez en être sûr. Ce n'est pas l'odeur qui vous donne la typhoïde, mais seulement dans ces milieux, vous vous rendez compte, comme il y a beaucoup de déchets, les gens urinent, font leur selle partout, et cela est un facteur, justement. Une fois qu'une personne entre en contact avec, il transmet et la chaîne se prolonge jusqu'à venir à vous-même quand vous êtes au Grand Hôtel de Kinshasa. Merci beaucoup. Voilà. Un dernier conseil, on chute déjà. Voilà, ce que je voudrais nous recommander, c'est beaucoup plus insister sur l'hygiène. Ce sont des notions d'hygiène, ce sont des notions élémentaires dont on n'a souvent pas connaissance ou que l'on néglige. C'est beaucoup plus une maladie. Dans certains milieux, la fréquence elle est tellement basse qu'elle est presque nulle. Mais chez nous, dans notre milieu, ce n'est pas le cas. Il y a déjà, c'est vrai, le niveau de vie qui est assez bas, il faut se le dire, mais nous devons faire des efforts pour pouvoir, justement, ne serait-ce que pour l'hygiène, nous battre pour que nous soyons dans les bonnes conditions hygiéniques. Voilà ce que je peux vous dire. Docteur Didier Njibou, j'ai bien prononcé le nom, je crois. Exactement, Didier Njibou. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie, madame. Merci, et c'en est fini pour ce numéro de votre magazine Minute Santé. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.